Sacha veut fuir l'Ukraine en passant illégalement la frontière. Le passeport. Ça, c'est pour les bakchiches. 2 ans après le début de l'offensive russe, l'Ukraine a grand besoin de nouveaux soldats. Beaucoup échappent au service militaire. Les gardes frontières sont en état d'alerte. Yeor et Sacha en pleine séance de méditation sur les bords de la mer Noire. Ils se recueillent avant le grand jour. Demain, ils vont quitter leur pays pour une période indéterminée. L'Ukraine est le pays que j'aime le plus au monde, et elle va beaucoup me manquer. Depuis l'invasion russe, on a vraiment compris à quel point elle était riche et belle. J'ai toujours su que c'était le meilleur des pays, mais là, je me rends compte de tout ce que je vais perdre. En même temps, je suis jeune, je veux grandir et évoluer, alors ça ne me convient pas de rester dans un environnement qui se dégrade. Tous deux sont musiciens. Sacha a 28 ans. À partir de 27 ans, on peut être enrôlé dans l'armée, même contre son gré. Yeor et Sacha vivent dans une ancienne usine. Avant le petit déjeuner, ils vont chercher du bois pour le four. Yeor n'a que 20 ans, mais l'âge de l'appel sous les drapeaux va sans doute bientôt être abaissé à 25 ans, voire en deçà. Je me considère comme un artiste. Je contribue au développement de la création en Ukraine. Si je meurs, la culture ukrainienne n'en profitera pas. Par contre, si je reste en vie dans de nombreuses années, les gens écouteront ma musique et diront « Oh, quelle belle culture ukrainienne !» Si je pars sur le front, je tuerai peut-être 10 soldats russes et le 11e me tuera. Qu'est-ce qu'on y aura gagné? Yeor et Sacha ont changé leur nom. S'ils cachent leur identité, c'est non seulement parce qu'ils commettent un délit, mais aussi parce qu'ils s'attirent la colère de nombreux Ukrainiens. Deux ans après l'attaque russe, les troupes sont à bout de force. L'armée a besoin de 500 000 nouveaux soldats. Pourtant, alors qu'on recense des millions d'hommes en âge de prendre les armes, il manque de recrues. Les convocations de l'armée sont souvent ignorées. C'est pourquoi le service de recrutement, le TZK, cherche des insoumis dans la rue. Les vidéos de rafles dans les gares ou les stations de ski se multiplient sur Internet. Et parfois, la situation dégénère. Sur Telegram, des groupes se sont créés et rassemblent jusqu'à 200 000 membres. Leur objectif, mettre en garde contre les agents du TZK. Beaucoup de proches de soldats épuisés sont consternés par ce jeu du chat et de la souris. Irpin, dans la banlieue de Kiev. C'est ici que vit Yulia. Son mari a été l'un des premiers engagés volontaires. Depuis 24 mois, il se bat en première ligne. Avant, mon mari jouait tous les soirs avec notre fils. On passait du temps ensemble, on discutait, on allait au parc, au cinéma, au café. Maintenant, on est privé de tout ça. En 2 ans de guerre, il n'a eu que 2 permissions de 10 jours. Yulia travaillait pour une compagnie aérienne avant l'invasion russe et la fermeture de l'espace aérien.
Comme tous les jours, elle va chercher son fils Sacha à l'école maternelle. Au début du conflit, les Russes ont occupé son quartier d'Irpin, qui n'a été libéré qu'au bout de plusieurs semaines. Si les immeubles criblés d'éclats d'obus ont été ravalés, certains impacts au sol témoignent encore des récents combats. À 4 ans et demi, Sacha a passé près de la moitié de sa vie sans son père. Tu sais ce que je suis? Qu'est-ce que tu es? Un camion robot. Un camion robot, waouh! L'après-midi, quand je rentre de l'école maternelle avec mon fils, je vois toujours un homme promener son chien et un autre se balader avec son enfant. Dans la rue, je croise plus souvent des hommes que des femmes. En même temps, des copains de mon fils lui demandent « Tu as un papa ?» Il faut dire que personne ne l'a jamais vu avec son père. Je pense que pendant 2 ans, mon mari et les autres soldats se sont battus de toutes leurs forces pour la victoire. Maintenant, il est temps que d'autres hommes prennent le relais et défendent à leur tour leur patrie. Ça permettrait à tous ceux qui ont accompli leur devoir durant la première phase de l'invasion russe de se reposer. Ça leur laisserait le temps de retrouver leur famille et de profiter un peu de la vie. L'époux de Yulia combat à Avdiivka, théâtre de violents affrontements. Son frère et son père y sont également. Les 3 hommes de la famille ont été blessés au moins une fois. Nous retrouvons Yeor et Sacha à Odessa. Se sentent-ils lâches quand ils pensent à Yulia et à son mari? Je suis vraiment désolé pour les hommes qui sont sur le front depuis 2 ans et qui n'ont pas été remplacés. Mais ce n'est quand même pas la faute de ceux qui veulent juste vivre. Si j'étais en position de prendre des décisions, j'essaierais d'empêcher qu'on en arrive là. Mais je ne suis qu'un citoyen lambda, comme eux. Alors tout ce que je peux leur souhaiter, c'est que leurs proches rentrent chez eux sains et saufs. Près de 700 000 hommes en âge d'être mobilisés ont quitté l'Ukraine depuis le déclenchement de la guerre, malgré l'interdiction de sortie du territoire. Certains franchissent la frontière avec des papiers falsifiés ou obtenus en soudoyant des fonctionnaires. La corruption est endémique dans le pays. Le service civil a été supprimé depuis le début des hostilités, et les objecteurs de conscience se retrouvent derrière les barreaux. Vitaly Alexeyenko est facteur à Ivano-Frankivsk, dans l'ouest de l'Ukraine. Chrétien pratiquant, il refuse par principe de prendre les armes, ce qui lui a valu 3 mois de prison ferme l'an dernier. Je crois en Jésus-Christ. Et Jésus a dit qu'il fallait faire le bien. Il nous a appris à instaurer la paix.
Un artisan de la paix ne devrait en aucun cas être enrôlé dans l'armée. Donc je ne peux pas être impliqué dans cette guerre. C'est un grand jour pour les retraités. Le facteur leur apporte leur pension. La plupart ne touchent pas beaucoup d'argent. Vitali non plus n'a pas un gros salaire. Il gagne environ 150 € par mois. Avant la guerre, il travaillait dans une usine de meubles. Merci. Merci à vous. Rendez-moi le stylo, s'il vous plaît. Au revoir. Bonne journée. Le salaire n'est pas vraiment la priorité pour moi. Je dirais même qu'en ces temps de guerre, je ne suis pas à plaindre. Bien sûr, avant le conflit, je gagnais le double. Mais bon, c'est comme ça, voilà tout. Vitali loge dans ce foyer pour les réfugiés de l'intérieur. Des Ukrainiens originaires de l'est du pays qui ont fui l'avancée des troupes russes. Vitali vient de la région de Donetsk. Il partage sa chambre avec Alexei, un cordonnier de Kharkiv. Salut. Salut. Tu rentres du travail? Oui, c'est ça. Au menu aujourd'hui, des petits pois. En prison, Vitali mangeait de la bouillie 6 jours sur 7 et n'avait droit à des petits pois qu'une fois par semaine. Alors depuis, c'est pour lui un véritable plat de fête. La première fois que vous allez en prison, vous ne savez pas comment ça va se passer avec les gens autour de vous, ceux qui sont déjà là. Au début, il y a cette peur qui ne vous lâche pas. Mais personnellement, une fois que j'ai compris comment ça fonctionnait, ces gars sont devenus comme des frères. Alexei respecte la décision de Vitali. Lui a voulu s'engager dès les premiers jours de la guerre, mais n'a pas pu être enrôlé pour des raisons de santé. Certains voisins voient les choses autrement, comme Lyudmila Anatolevna et Ella Nikolaïevna. Elles se sont enfuies in extremis de la ville de Kherson, occupée par les Russes. Mon fils est dans les forces armées. J'ai 2 neveux qui combattent près de Bakhmout. Hier, mon beau-frère, le mari de ma sœur, a été blessé à la jambe par un éclat d'obus. Vous savez, il est dans une unité de reconnaissance. Alors quand je croise ce type dans le couloir et qu'il me dit « Votre fils aurait pu jeter son arme et partir au lieu de tirer, et le problème aurait été réglé », il y a des hommes qui meurent sur le front. Et lui, il est là à se trimballer comme Dieu ou le tsar. Franchement, ça fait mal. Lyudmila et Ella se disent croyantes pratiquantes, comme de nombreux soldats qui défendent leur liberté dans les tranchées. Il est et reste un taulard, un traître. Il refuse de faire son devoir. Bref, qu'on le vire du foyer. On n'a pas besoin de lui ici. C'est un lâche. Il a du sang de navet et pas de cervelle. Vitali sent bien ses reproches, même s'il est rare qu'on les lui adresse directement. Il y voit une mise à l'épreuve de sa foi. Il n'accepte pas en revanche d'être accusé de lâcheté. À ceux qui disent que je suis un lâche, je réponds d'emblée, est-ce que j'ai peur d'aller en prison? Est-ce que j'ai peur de la mort? Quand quelqu'un parle de moi comme ça, je sais immédiatement à quel genre de personne j'ai affaire. C'est un individu qui a de la haine en lui, qui ne sait pas sur qui l'a déversé.
Yeor et Sacha passent leur dernière soirée à Odessa. Demain, ils prévoient de s'enfuir par la frontière moldave. Ils laissent leurs instruments de musique ici. Des amis viendront les récupérer plus tard. Ils savent que certains les prendront pour des partisans secrets de la Russie. Mais selon eux, c'est très loin de la vérité. Je suis allé en Russie et je désapprouve ce système dictatorial. Je ne veux pas vivre dans un pays pareil. J'ai toujours dit aux Russes combien je suis fier de venir d'Ukraine, parce qu'on bénéficie ici de droits humains et de la liberté d'expression. On avait peur de ne plus être libre si on était occupé par les Russes. Mais en fait, même sans occupation, notre liberté a été restreinte. Donc je me dis qu'il existe peut-être d'autres valeurs plus importantes, comme celle de la vie humaine. Avant de se coucher, les deux hommes vont au sauna tout proche. Puis ils prennent un dernier bain dans la mer Noire, par 2 degrés. Demain, ils risquent de tomber sur ces gardes frontières ukrainiens. Réunion d'information avant la patrouille. L'équipe est en état d'alerte maximale. L'an dernier, sur cette portion de la frontière, ils ont pris 5000 fugitifs, soit 13 par jour. Au revoir. Mais surtout, n'allez pas n'importe où. On reste dans le coin. La plupart tentent de passer avec de faux papiers. En général, ces documents contiennent un certificat médical qui est censé les exempter du service militaire. La supercherie est souvent découverte par les gardes frontières lors des opérations de vérification. Les gens avouent qu'ils ont acheté ces certificats pour une grosse somme d'argent. Le prix peut varier de 5 000 à 8 000 $. Certains essaient de traverser l'un des fleuves frontaliers à la nage pour rejoindre la Moldavie ou la Roumanie. Plus de 20 l'ont payé de leur vie. Vadim, Volodymyr et Vladislav surveillent la frontière près de la ville de Palanka. Ils sont munis de fusils, de chiens et de drones, capables de repérer des personnes même la nuit. Le drone dispose d'un réseau neuronal artificiel qui lui permet de détecter des fugitifs. En regardant attentivement, on voit non seulement qu'il a découvert 2 individus, mais qu'il indique par un marqueur qu'ils sont armés. Jour après jour, les gardes frontières empêchent des compatriotes de quitter le pays. On comprend leur motivation. C'est un comportement humain normal. Et puis il faut bien dire que c'est dans l'air du temps, malheureusement. Je pense que nous, les Ukrainiens, avons besoin de ce pays et que c'est à nous de le défendre. Alors si tout le monde se met à fuir, l'ennemi frappera à la porte de chacun de nous. Les partisans du service militaire ont un argument de poids. Si tu ne vas pas à la guerre viendra à toi. Reste à savoir s'il n'y a pas d'alternative. Un immeuble d'habitation à Kiev. Yuri Chelyazhenko croit à une autre voie, celle de la résistance non violente. Il est président d'un petit groupe baptisé Mouvement pacifiste ukrainien. Juriste diplômé, il conseille également les objecteurs de conscience comme Vitali. Bonjour Vitali. Comment ça se passe à Ivano-Frankivsk? Tout va bien. J'ai beaucoup de travail.
J'ai appris que le parquet avait fait appel. Yuri est lui-même confronté à une multitude de problèmes juridiques. Il a 9 enquêteurs et 4 procureurs sur le dos. L'an dernier, le SBU, le service de renseignement ukrainien, a perquisitionné son appartement. Depuis, il est assigné à résidence la nuit, de 22 h à 6 h du matin. Son dossier compte au total 1000 pages. C'est une affaire sans aucun fondement. Une pile de papier bon pour la poubelle. Le temps presse. Yuri comparaît aujourd'hui même devant le tribunal. Il imprime en vitesse son plaidoyer. Il veut obtenir la levée de son assignation à résidence. Le militant suscite la controverse. Dans les interviews, il dénonce l'attitude belliqueuse du gouvernement ukrainien et réclame des négociations immédiates pour la paix, ce qui lui attire l'hostilité de beaucoup de ses compatriotes qui l'accusent de justifier la guerre d'agression russe. Je suis pacifiste et je considère toute guerre comme un crime. Me reprocher de justifier ce conflit est absurde. Bien sûr que l'agression russe est un crime. Des villes ukrainiennes sont bombardées en permanence, comme on l'a encore vu aujourd'hui. Donetsk, Kiev, Kharkiv et des centaines d'autres villes. Des missiles volent, des gens meurent, y compris des enfants. Il est tout bonnement impossible de comprendre qu'on puisse être aussi dénué de conscience que le dictateur russe Poutine, qui a décidé d'envahir l'Ukraine, d'occuper notre Crimée et notre Donbass. C'est terrible. Avec lui, l'humanité revient dans le passé. Yuri a choisi une tenue particulière pour l'audience. Je porte une Vyshyvanka parce que c'est le vêtement préféré des Ukrainiens. On dit que la formule ukrainienne pour la paix est incrustée dans ces broderies. Des militaires sont venus déposer un avis d'incorporation. Il est toujours là. Je ne l'ai pas pris. Ils ont forcé ma boîte aux lettres. Vous voyez, toutes les boîtes aux lettres ont une serrure. Et la mienne est cassée. Yuri en est convaincu. Les enquêtes, la perquisition et l'assignation à résidence sont autant de manœuvres d'intimidation parce qu'il milite ouvertement pour le droit à l'objection de conscience. Un droit qui figure dans la constitution ukrainienne, mais qui a été suspendu depuis le début de la guerre. Yuri arrive juste à temps à son rendez-vous, quand soudain l'alerte retentit. La cour d'appel est fermée à cause de l'attaque russe. Alors on va se réfugier dans l'abri. Yuri doit attendre plusieurs heures. Dans le quartier de Kiev où il se trouve, 5 personnes seront tuées par des missiles russes. À Odessa, Yeor et Sacha sont sur le départ. Pour ne pas éveiller les soupçons, ils ne prennent qu'un petit sac à dos. Mon téléphone, un chargeur, ma montre, je la porterai sur moi, mon passeport, et ça c'est pour les bakchiches. Les 2 amis n'ont pas payé de passeur. Ils vont tenter de traverser seuls la frontière, mais refusent d'en dire davantage. Yeor et Sacha rejoignent la frontière à bord d'une voiture de location. S'ils se font prendre au moment de la franchir, ils risquent une amende. Et pire encore, Sacha pourrait recevoir un ordre de mobilisation puisqu'il a 28 ans. Il n'a pas prévenu ses parents. Il n'y a que ma copine qui sait que je vais quitter le pays clandestinement. Elle est très inquiète. Pour moi aussi, c'est très dur, parce que je sens son anxiété. Mais j'espère vraiment être bientôt de l'autre côté pour pouvoir appeler mes proches et leur dire « Tout va bien, je suis en liberté ».
À Kiev, l'alerte aérienne est terminée. À la cour d'appel, l'audience de Yuri commence en retard. Il est déjà 20 h. Le jeune homme va savoir si son assignation à résidence sera levée. La Cour confirme la prolongation de l'assignation à résidence à certaines heures de la journée, avec interdiction de quitter le domicile. Je suis déçu. J'avais espéré qu'il serait possible d'obtenir justice en Ukraine. Mais malheureusement, le système juridique national est parfois défaillant face à la répression politique. Dimanche matin, à Kiev, Yulia se rend dans le centre-ville. Elle veut manifester sur la place Maïdan pour son mari, son frère et son père, qui sont sur le champ de bataille depuis 2 ans. Je note qu'au début de l'invasion russe, la société a été unie. On avait un objectif commun, vaincre l'ennemi et protéger l'Ukraine. Mais malheureusement, au fil du temps, et après 2 ans de conflit, le soutien de l'opinion publique diminue. L'unité nationale recule, et nos soldats qui sont actuellement sur le front en souffrent. Yulia réclame la démobilisation de tous les appelés après 18 mois de combat. Jusqu'à présent, le flou règne sur la durée du service militaire. Une fois qu'on est dans l'armée, on n'en sort plus. Sur Internet, des dizaines de femmes se sont regroupées pour faire entendre leur voix. Nous avons perdu la bataille de l'information parce que nous n'avons pas tout de suite dévoilé le véritable visage de cette guerre à la population civile. Selon ces manifestantes, les hommes seraient plus nombreux à s'engager s'ils avaient la possibilité, à un moment ou à un autre, de quitter les rangs. Personne n'a envie d'aller sur le front quand on sait qu'on ne peut en revenir que blessé ou mort. Je ne veux pas les juger, dire qu'ils sont lâches ou pas. Chacun a ses propres expériences et ses propres peurs. C'est juste que je n'approuve pas leurs décisions. Quand cette terrible guerre sera finie et que les hommes rentreront du front, je pense qu'ils demanderont des comptes à ceux qui ont échappé à la conscription. Yeor et Sacha sont sur le point de franchir la frontière moldave. Reste à savoir quel accueil on leur réservera s'ils reviennent un jour en Ukraine. Quand la situation changera, les médias et le discours social changeront aussi. Le jour où on verra émerger un nouveau récit qui appellera à bâtir un monde meilleur, à construire au lieu de se battre et de détruire, alors la société sera prête pour notre retour. Mais dans l'immédiat, on va voyager. C'est génial de n'avoir aucune attache. On sera des hommes libres, des citoyens du monde, des cosmopolites. Deux semaines plus tard, les deux musiciens nous envoient une vidéo. Celle d'un concert donné devant des amis à Chisinau, la capitale moldave. Prochaine étape, Paris.